De toute façon, dans toute communauté, il y aura toujours des problèmes d'oppression minoritaire, disons, et il faut qu'on essaye de lutter contre ça, même dans les communautés les plus acceptantes, disons. Personne n'est innocent, disons, dans le jeu de la société, quoi. Là, on vient d'être rejoint, du coup, par Jules, alias Terrible Enfant. Et toi, t'as fait, du coup, du drag, c'est ça ? Ouais, alors moi j'ai fait du drag pour la première fois quand j'avais 20 ans, là j'en ai 29. C'était à Paris, j'ai une amie à moi, Véronica Fonlir, qui m'a mis en drag à l'occasion d'une soirée, la House of Moda à l'époque, qui n'existe plus à Paris. Et j'ai mis le pied dedans, disons. Moi, ça fait un moment que j'aime bien monter sur scène, j'ai fait du théâtre d'impro. C'est toujours quelque chose qui m'a grisé. Donc là, au début, c'était une opportunité de s'amuser en soirée, de se déguiser finalement, puisque dans le drag, il y a quand même cet aspect de se mettre en scène de façon visuelle. Oui. Et puis, finalement, j'ai fini par le faire sur scène aussi, en Australie où j'ai vécu avant. Sur des scènes ouvertes, disons. C'est souvent comme ça que quand on veut faire de la scène en tant que drag queen, avant de devenir peut-être plus professionnel et d'être payé pour le faire, on demande à des scènes ouvertes, est-ce que je peux passer, est-ce que je peux faire un lip sync, donc choisir une chanson, la mimer sur scène, disons. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai fait plusieurs fois à travers les années. C'est pas un truc que je fais non plus tous les mois, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et que même si je pense à le faire plus, et que j'ai envie de développer ce personnage qui est Terrible Enfant davantage à Paris, chaque chose en son temps, disons. Voilà. Il me semble que toi, tu te dis drag queer, c'est ça ? Et pas drag queen Non, moi je dis drag queen, okay, j'ai pas de revendication particulière. J'avais été mal informée par Orient, notre committee manager, qui est assis autour de nous à cette table. Mais après, il est vrai que, par exemple, le nom que j'ai choisi en France, Terrible Enfant, j'aime bien le côté que c'était pas forcément quelque chose de spécifiquement féminin, et que donc en fonction des soirées, je vais pouvoir plus ou moins mettre le curseur où je veux dans ma représentation. En fait, je pourrais même me voir faire du boylesque ou quelque chose de plus androgyne, et que je pense que ça collerait au personnage que j'ai dans ma tête, qui se définit toujours au fur et à mesure que je l'exploite, disons. Tu t'accordes une vraie liberté dans ton exploitation du genre. Ouais. Parce que c'est vrai que les drag queens, parce que voilà, il y a les drag queens et les drag kings. Dans les deux cas, c'est une sorte de pas forcément satire, mais de parodie extrême de la féminité ou de la masculinité, souvent par quelqu'un qui se représente du genre opposé, mais pas forcément dans tous les cas. Il peut y avoir des femmes qui font du drag queen et des hommes qui font du drag king, disons. De plus en plus, on voit que les choses évoluent, ce qui était classique et normal avant, on peut le remettre en question, puisque finalement, tant qu'on s'exprime et qu'on s'amuse tous ensemble, pourquoi pas, quoi. Surtout que ce serait bête d'avoir une vision très catégorique et très étiquetée de ces disciplines qui de base sort de l'ordinaire. Enfin, ça serait dommage de reproduire ce schéma. C'est ça, et ça a été des fois un peu le cas en fait. Je pense qu'il y a des moments où les choses prennent du temps. Par exemple, je parlais des drag kings. C'est vrai que les drag kings sont vachement invisibilisés souvent. Il y a des raisons qui peuvent être peut-être sociales, au-delà, qui sont de façon plus grande dans la société, mais aussi parce que des fois, il y a une forme de misogynie, peut-être, où à la base, les drag kings, c'est des femmes, et bon, peut-être qu'elles existent moins aussi sur la place publique que des hommes qui se déguisent en femmes. Après, je pense que c'est multiple, mais ça fait partie des questions à se dire, et que voilà, il y a aussi tristement, des choses qui pourraient s'améliorer dans les communautés queer et dans la performance drag, disons. Tu penses que c'est important, cette inclusivité dans le drag, et que ce soit pas... qu'on n'ait pas l'image seulement du coup d'un homme cis, gay, qui se grime en femme, mais que ce soit... que le drag qui se démocratise, ce soit un drag inclusif. Oui, et je pense... Oui, je suis d'accord, c'est très important. Après, je pense que ça fait vraiment partie de la culture queer de revendiquer cette inclusivité, même si c'est pas forcément respecté par tout le monde. Et c'est vrai que le drag a changé dans les 10-15 dernières années. Avec RuPaul's Drag Race, c'est devenu beaucoup plus international, en fait. Et donc, les choses ont évolué très vite. Il y a des gens qui connaissaient pas du tout le drag avant, qui sont mis. Moi, j'en fais partie. Je fais partie, finalement, d'une génération qui a été touchée par le drag via les réseaux sociaux, via Internet, via les États-Unis.
Et c'est vrai qu'avec ce changement massif de popularité, il y a eu peut-être des moments où on est resté sur quelque chose de très conventionnel, comme tu dis, gay, cis, voire blanc des fois. Après, je trouve que il y a quand même pas mal de variétés en termes d'ethnicité. Mais dans toute façon, dans toute communauté, il y aura toujours des problèmes d'oppression minoritaire, disons, et il faut qu'on essaye de lutter contre ça, même dans les communautés les plus acceptantes, disons. Personne n'est innocent, disons, dans le jeu de la société, quoi. Là, tu parlais du drag comme quelque chose. Enfin, les mots que tu as utilisés, pour moi, c'est lié à la communauté LGBTQIA+. Et puis aussi, le drag, c'est quelque chose de politique, généralement. Enfin, en soi, d'être queer, de jouer avec le genre, d'en faire un art, c'est politique en soi. Alors oui, je suis d'accord. Je pense que c'est politique par défaut. Un peu, en fait, à partir du moment où on propose, par notre existence, un récit différent de ce que c'est la norme, qu'on le veuille ou non, qu'on se revendique politiquement ou non, il y a quelque chose de politique dans ça. Donc forcément, si on déconstruit le genre, ou qu'on en parle, ou on en crée une satire, il y aura un aspect politique. Après, on peut faire du drag plus ou moins politisé, et des fois le drag, ça peut être plus du cabaret, qui intrinsèquement est politique par rapport à la chape, disons, des structures genrées normatives, mais qui ne se revendiquent pas forcément comme un acte militant absolu, alors que d'autres drags vont dire non, moi je suis là pour parler du racisme, parler de genre. Voilà, il faut aussi voir que le drag, ça reste du spectacle, il y a un côté absurde au drag. On peut dire des choses très très sérieuses, mais des fois les gens veulent juste être absurdes aussi et se faire plaisir. Ça reste politique, mais c'est plus léger, disons. Oui, il ne faut pas croire non plus que toutes les personnes qui font du drag sont des militants, c'est ça. Et puis je pense qu'il veulent revendiquer vraiment des idées, quelque chose. De base, c'est juste du fun, quoi. On a aussi une tendance avec l'art queer de toujours considérer ça comme politique, alors qu'une personne queer, elle peut écrire une chanson. Moi, si j'écris une chanson parce que je suis amoureuse d'une fille, ce sera juste la vérité de l'amour que je lui porte, et c'est pas forcément un acte politique. Et il y a aussi cette tendance-là des médias, soit à lisser l'aspect politique, à le rendre mainstream, soit à l'exacerber, ou à cette personne-là, c'est une artiste, c'est quelqu'un de queer, c'est forcément politique son message. Et c'est vraiment, je trouve, on a du mal à trouver un entre-deux avec la popularisation de certaines formes d'art très queer, quoi. Ouais. Et pour rebondir sur ça, c'est vrai que dans l'absolu, je sais pas si vous avez déjà... Enfin, moi, j'ai des talons à ma taille, du coup, et donc les hommes peuvent les essayer. Donc, quand je fais des soirées chez moi, j'ai déjà eu des amis à moi hétéros qui ont essayé mes talons, et tous les hommes hétéros que je connais, si on leur met des talons à leur taille devant eux, en fait, ils trouvent ça fun d'essayer. On trouve ça drôle de se mettre une perruque et sauf que nous, la communauté queer, LGBTQ, on a un peu le droit, en fait. On peut faire ça, puisque de toute façon, on est déjà dans le carcan des gens gays, des gens queer. Alors peut-être qu'il y a des hétéros à qui ça ferait plaisir, ça les ferait rire de s'habiller, de sortir comme ça, et peut-être qu'ils vont faire ça une fois pour un carnaval, mais ils vont peut-être beaucoup plus être remis en cause dans leur masculinité par rapport à eux-mêmes, alors que nous, c'est bon, de toute façon, c'est déjà fait. J'ai déjà dit à mes parents que j'étais gay, alors pourquoi pas m'amuser, en fait. Voilà, je m'amuse avec le genre. Il y a quelque chose de drôle d'incarner ce personnage, qui peut avoir une robe ou des paillettes. C'est aussi des choses qu'on... En tant qu'homme, là, je parle des drag queens. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, si vous avez déjà rentré dans une boutique de fringues, vous voyez que les fringues pour hommes et les fringues pour femmes, c'est pas le même degré de fun, disons. Et que donc, si on veut s'habiller et être un peu flamboyant, c'est peut-être une des façons de le faire, de passer par la féminité. Mais ça peut être compliqué pour certains hommes hétéros parce que c'est pas forcément permis pour eux, on va les remettre en question. Est-ce que tu penses du coup que c'est important pour cet aspect-là que le drag se popularise en France? On a vu du coup la saison de Drag Race France qui est sortie cette année, où on a l'ami d'enfance ou l'ami de Lolita Banana qui est hétéro et qui va être transformé en drague pour un épisode. Tu penses que justement de montrer ça à la télé française, c'est un message aussi pour les personnes
pour les personnes hétéros, pour leur dire, vous pouvez aussi jouer avec votre genre, vous pouvez casser les codes? Forcément, ça fait de la publicité pour ça. Ça étend la portée du message, en fait. Donc forcément, oui, ça va peut-être rogner des murs. Je vais pas forcément me prononcer sur l'impact que ça aura sur la communauté hétérosexuelle. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens hétérosexuels qui sont ouverts d'esprit et qui peuvent trouver ça amusant, drôle, et du coup regarder ça et effectivement se poser des questions qui ne se seraient pas posées avant. Après, des fois, peut-être, les gens qui finissent par regarder RuPaul's Drag Race sont déjà dans des cercles qui peuvent être relativement ouverts d'esprit, donc ils vont pouvoir peut-être approfondir certains sujets, changer d'avis sur certaines questions, peut-être la transidentité, l'identité de genre, la façon dont ils se placent par rapport eux-mêmes et la société. Mais est-ce que ça va permettre de détruire certains murs du conservatisme qui peut avoir des tendances homophobes et réactionnaires? Je suis pas sûr. Même, on voit qu'aux États-Unis, il y a une crispation à l'heure actuelle contre le mouvement drag, parce que c'est le mouvement drag et le mouvement trans, c'est finalement politiquement un endroit où on peut de nouveau créer un bouc émissaire qui ne pourra pas changer pour nous et qu'on va attaquer politiquement pour justifier peut-être plus de sécurité ou plus de conservatisme. Donc là, récemment, il y a quelques jours, il y a eu un événement drag qui a été annulé dans un musée parce que des militants / terroristes, je dirais plutôt, sont venus armés des Proud Boys et ont attaqué le musée le jour avant. Et donc, ils ont dû annuler cet événement-là. Et c'était parce que les drags sont dangereux, pensez à nos enfants. Il y a un vrai backlash. Qui a des relents d'homophobie, qui a des relents de toxiques dans l'absolu, puisque on va dire que des gens qui vont lire des histoires des enfants pour leur faire passer un bon moment et leur apprendre que finalement, être un homme qui s'habille en princesse ou une femme qui s'habille en barman... en pompier ou en mec, parce que c'est pas le boulot qui est important là, c'est légitime, mais on dit non, ils vont mettre des mauvaises dans la tête des enfants, peut-être vers même ils vont les manipuler, il y a ce genre de discours qui reviennent, donc à voir si la montée du drag va pas aussi crisper certaines pensées en France, puisque souvent ça finit par se répondre. C'est vrai que quand on voit les avancements un peu socialement progressiste entre guillemets, il y a toujours un espèce de backlash réactionnaire qui en suit malheureusement. Donc t'as totalement raison. Mais après c'est la minorité haineuse qu'on voit le plus. C'est vrai. Alors que c'est juste un petit groupe de personnes qui sont allées attaquer le musée, alors que la plupart, parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Et je pense que la plupart des gens soit s'en foutent ou soit sont contents qu'il y ait ce genre d'événement. Donc, bon, c'est sûr que c'est triste qu'il y ait encore des gens qui soient comme ça. Mais comme tu le dis, à chaque fois qu'il y a une avancée, on voit que derrière, il y a plein de gens qui vont se rebeller contre. Mais... On parle de légitimation ce soir, de reconnaissance aussi. On a du mal en France à reconnaître le drag comme art, je trouve. Et puis je pense qu'aussi c'est parce qu'il n'y a pas de statut juridique pour les gens qui font du drag comme pour les autres performeurs. Et du coup, ça rend un peu difficile de se professionnaliser. Il y avait une tribune dessus dans le magazine Têtu en 2018 qui parlait justement des conditions des drag queens et drag kings qui étaient parfois... très mal payés, voire pas payés du tout par les boîtes et qui leur donnent une conso. Je vous laisserai lire l'article qui est très intéressant. Toi, t'es amateur, mais qu'est-ce que tu penses en fait de cette problématique-là ? Alors, c'est une problématique en fait qui existe en comparaison à la situation aux États-Unis, puisque là-bas, la plupart des drag queens ne sont pas forcément payées par les bars dans lesquels elles performent. Mais la culture du pourboire permet à ces gens d'être rémunérés. Et donc vraiment, elles savent que quand elles montent sur scène, elles seront récompensées par le public. C'est vrai qu'en France, il y a ce problème où on n'a pas cette culture-là du pourboire. Et c'est difficile de la faire rentrer, disons, dans les mœurs. Donc ça pose la question de qui va payer les drag queens quand elles performent, disons. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il y a beaucoup de drag queens qui performent pour des clopinettes, finalement.
et quelques heureuses élues qui peuvent avoir accès à des soirées régulières et c'est félicitations à elles. Enfin, souvent des personnes, des performeurs qui ont mis beaucoup de temps, d'argent et d'efforts sur la table avant qu'à un moment ça finisse par payer. Après, bon, il y a aussi les gens qui se professionnalisent à travers en fait la figure publique qu'elles deviennent. Oui. Qu'il ou qu'elles deviennent, je parle encore une fois des drag kings, des drag queens, mais c'est vrai que moi je connais plus le côté drag queen de la scène. Et les réseaux sociaux peuvent permettre à des personnes de devenir des sortes d'influenceurs à travers leur personnage, sans être forcément des performeurs. C'est vrai que c'est une des nouvelles façons de devenir légitime et de gagner de l'argent via ce personnage. Et puis maintenant il y a la professionnalisation via l'émission RuPaul's Drag Race qui a propulsé pas mal de drag queens aux États-Unis d'abord et puis ensuite en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, au Canada, Thaïlande, Espagne et maintenant en France. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens signent ces gros contrats qui quand même demandent beaucoup d'investissement par rapport à la boîte qui gère l'émission, elles deviennent aussi des superstars. Et en tout cas, l'opportunité de développer une carrière qui va au-delà du performeur de soirée dans des boîtes, dans des bars ou dans des événements culturels. Ça sort un peu de l'underground, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que tu parlais du fait que en France, le drag peut avoir du mal à être vu en tant qu'art. Ce que je trouve marrant, c'est qu'en même temps, du fait que ce soit si peu professionnel, il y a aussi peut-être beaucoup plus de drag queens en proportion qui finissent par faire des choses assez artistiques à côté. Parce qu'elles sont détachées du fait que à la fin, ce que je le fais pour payer mes fins de mois. Alors que quand tu le fais, de toute façon, tu le fais pour toi, c'est peut-être plus facile aussi de finir par faire quelque chose de plus personnel. Donc il y a les deux choses qui existent. Mais ça pose du coup aussi une question plus grande, plus large qui dépasse le drag, c'est la rémunération des artistes en France. C'est ça aussi, et les drag kings, drag queens, drag queers sont impactés par ça, je dirais de manière encore plus exaspérée, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de statut juridique là-dessus. Mais déjà, même quand on a un statut juridique et quand on est artiste, c'est compliqué, quoi. Oui, je suis moi-même photographe à côté. J'essaye de me lancer dans la photographie de mode à Paris. Et effectivement, ça prend du temps. On sait qu'on va devoir négocier des fois avec disons un équilibre qui n'est pas du pouvoir qui n'est pas dans nos mains, mais plutôt dans le pouvoir, dans les mains des gens qui ont l'argent. Et on espère devenir la prochaine personne un peu cool qui va pouvoir demander des prix plus hauts. Et c'est vrai que ça se rejoint à travers tous les arts, dire il va falloir travailler à pas cher jusqu'à ce qu'on devienne assez légitime pour pouvoir demander plus. Et c'est vrai que c'est dur. J'aimerais bien que ça change parce que la gloire de l'art, c'est sympa, mais... Ça paye pas la nourriture sur la table. Et l'inflation, vous savez, on entend beaucoup parler ces temps-ci. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est une poignée d'artistes et puis une poignée de drag queens, drag kings qui arrivent à se professionnaliser là-dedans. Là, on voit, tu as parlé des queens qui ont fait Drag Race France et qui maintenant on pense à Paloma qui a fait des défilés à la Fashion Week, mais bon, c'est pas donné à n'importe quel performeur de faire ça, quoi. Après, c'est vrai que ça reste des carrières qui peuvent aussi de facto plaire à beaucoup de gens et n'ont pas la place pour avoir tout le monde sur le devant de la scène. Enfin, c'est vrai que le plus proche, peut-être, on parle d'art, mais plus proche du monde du drag, ça va être les danseurs ou les acteurs. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des études de théâtre et de danse, mais qui vont pas finir par pouvoir assez en vivre et finissent par bifurquer, soit en restant dans l'industrie, en devenant professeur, ou en travaillant autour de cette culture-là, soit des fois en changeant complètement de voie, parce que c'est un rythme de vie de devoir finalement essayer de se vendre, aller à des auditions, se faire rejeter, galérer finalement, que tout le monde n'arrive pas à faire assez longtemps pour que ça marche, et puis il n'y a peut-être pas assez de place pour tout le monde non plus, donc c'est vrai que c'est une réalité. Il y a plein de façons de réinventer, disons, la façon dont on peut se vendre avec les réseaux sociaux, etc.
N'empêche qu'il y a toujours finalement des places limitées. Et on peut dire que c'est triste, mais bon, il s'avère que c'est comme ça. Je suis pas sûr qu'on pourrait le changer, même si on considérait plus les artistes. Il y a un moment où tout le monde ne veut pas devenir plus demain hôte de radio. Il n'y a pas assez de radio et d'auditeurs en France. C'est un peu pareil. Il y a un moment où montez votre web radio. Non, parce qu'il faut le matos après. Il faut. Non, mais c'est vrai que c'est vrai pour tous les métiers, mais spécifiquement dans la culture. Puis c'est pour ça aussi que c'est important ce genre d'événement. La Nuit Blanche, quand on célèbre la culture sous toutes ses formes, c'est bien en fait qu'en France on ait cette chance-là et de donner aussi la parole à des artistes comme toi qui viennent nous parler de leur art. C'est quelque chose qui est important, moi je pense, et qui est bien en France, dans la culture française. Et je voulais te demander, avant que je fasse ma chronique, du coup, si tu pouvais nous dire où est-ce qu'on pouvait te suivre justement sur les réseaux sociaux en tant que drague, mais aussi en tant que photographe, du coup, pour qu'on puisse te soutenir un peu. Alors, en tant que photographe, mon Instagram, c'est Jules-fiction. Et mon Instagram de drag queen, c'est terrible.enfant avec 4 R à terrible. Terrible, c'est un... Et ce personnage, il est apparu quand je suis revenu en France, après avoir vécu en Australie. Donc pour l'instant, l'Instagram est relativement sobre. Mais il y a du nouveau contenu qui arrive bientôt, que j'écris en tant que photographe. Avec, très cool. Je vais lui faire un petit shout-out. La drague qui m'a permis de faire de la scène ouverte à Paris depuis que je suis rentré, qui est devenue une amie à moi, qui s'appelle Blanche Poubelle, et qui organise une super soirée. J'adore. Tous les derniers jeudis du mois au bar Gallia, la brasserie Gallia à Pantin. Et je trouve ça vraiment chouette que déjà, ce soit pas forcément dans Paris, dans le Marais, que ce soit un événement qui amène la culture LGBT en dehors des murs de Paris. Et en plus, pour moi, c'est une soirée vraiment exceptionnelle. Parce que c'est très bon enfant, il peut y avoir des jeunes, des gens plus âgés, des hétéros, des homosexuels, des lesbiennes, des enfants. J'ai déjà vu des enfants à un moment passer sur scène. On les a un peu engueulés parce que ça reste sérieux, le drag. Mais il y a un côté très bon enfant et que des fois, c'est difficile de trouver ça dans le monde de la nuit. Le côté très bon enfant et convivial, et c'est ce que je préfère, moi, dans nos communautés, disons. Donc j'encourage les gens à soutenir la Queen Machine et Blanche Poubelle qui font des choses de très très bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci à toi. Et juste petite question de curiosité, je ne sais pas si tu auras une réponse ou pas. Pourquoi Terrible Enfant ? Parce que moi c'est terrible et que les autres c'est pas terrible. Ah